Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Pierre-André de Chalanda. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour ce troisième lundi de l'Investir Day pour nous parler de Saint-Gobain, la société dont vous êtes président depuis maintenant 10 ans. Mais vous êtes... Avant, vous aviez été depuis 1989 au sein de la société. Et donc, nous allons accorder une demi-heure à cette discussion pour parler de Saint-Gobain et pour parler de son avenir, du monde d'après de Saint-Gobain en cette année 2020 si particulière. Alors, je précise que nous ne portons pas de masque car nous avons une distance suffisante pour avoir évité tout souci et respecter parfaitement la distanciation sociale. Alors, ma première question, monsieur de Chalanda, ça va être de revenir sur une actualité récente. C'est l'opération La Paire, puisqu'au début du mois, vous avez annoncé être entré en négociation exclusive pour vendre cette société. Alors, pourtant, c'est une enseigne connue du groupe. Pourquoi cette opération aujourd'hui ? C'est vrai que la situation de La Paire, elle, dans Saint-Gobain, elle était un peu paradoxale, parce que d'un côté, on peut dire les fenêtres, c'est un peu au cœur de ce qu'on fait, mais La Paire a une particularité, c'est que c'est une société qui vend au consommateur final, une société B2C. Et ça, c'est pas notre ADN. On a essayé et on ne sait pas bien faire ça. Et donc, je pense qu'on n'est pas aujourd'hui le meilleur actionnaire pour La Paire. Alors, La Paire a connu des difficultés. Il se trouve que depuis 2 ans, il y a un redressement, même si la situation est encore difficile, mais elle va mieux. Et donc, c'était aussi, de ce point de vue-là, un bon moment pour donner un nouvel actionnaire à La Paire. Il vous reste des choses encore en B2C à vendre ou là, c'est un peu la fin du Non, en fait, recentrage c'était très particulier, La Paire. Non, alors, on a certaines activités dans lesquelles on a... des clients B2C qui viennent, mais c'est fait pour le professionnel. Donc non, on n'a pas d'autres. C'est la seule activité B2C dans le groupe Saint-Gobain au niveau mondial. Alors cette session, elle s'intègre dans le plan Transform and Grow que vous avez annoncé il y a 2 ans. De quelle façon ? D'abord, alors le plan Transform and Grow, il est de ce point de vue-là, on avait déjà rempli nos objectifs. Donc oui, ça, j'allais dire, c'est en plus, mais c'est dans le même esprit. Voilà. Il y avait 2 objectifs dans ce plan. Le premier, qui est une réorganisation en profondeur de Saint-Gobain pour nous aligner sur nos clients. Alors, il se trouve que 80% des clients de Saint-Gobain, c'est les clients du marché de la construction, c'est des clients locaux. Et donc, on a une organisation pour ces clients qui est uniquement géographique. On a supprimé les patrons de métier et on a donné toute la responsabilité aux patrons de pays. Un peu une révolution pour Saint-Gobain. C'est une révolution pour Saint-Gobain. Ah oui, c'est le plus grand changement depuis 30 ans dans Saint-Gobain. Et ça nous a donné une grande agilité. Et ça a permis surtout, progressivement, ça c'est la partie gros, au-delà des économies initiales, ça permet, si vous voulez, de faire travailler ensemble des métiers qui servaient les mêmes clients. Donc, il y a toute une série de pays, par exemple, où le vendeur Isover et le vendeur Placo, par exemple, ils travaillent ensemble. Alors qu'avant, on était avec des activités mondiales. Et donc, on travaille maintenant beaucoup plus au niveau d'un pays. Et donc, ça nous permet de nous organiser, par exemple, pour des marchés verticaux, comme l'offre de Saint-Gobain pour les hôpitaux, pour les écoles, pour le non-résidentiel, pour la maison individuelle. Donc on a, si vous voulez, une approche beaucoup plus par client. C'est très intéressant. On n'a pas fait ça à cause de la pandémie, parce qu'on l'a fait il y a 2 ans, mais on l'a fait, si vous voulez, pour aligner avec nos clients, et aussi parce que moi, je sens sur le plan géopolitique, on voit bien qu'on devient un peu plus local. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'était extrêmement utile pendant la pandémie. Parce qu'on était beaucoup plus agile, on a pu réagir beaucoup plus vite, et tous ensemble dans chaque pays. Voilà. Et donc vous en voyez déjà de façon très nette les effets ? Ah oui, on en voit les effets. On en voit les effets. Deuxième objectif, c'était d'accélérer les mouvements, et c'est lié, parce qu'à partir du moment où on donne le pouvoir au patron de pays, c'est lui qui va redéfinir quel est son périmètre optimal dans son pays. Et donc, une accélération de la rotation du portefeuille de Saint-Gobain. Donc, on avait donné un objectif de 3 milliards d'euros de cession qu'on a fait à fin 2019. Donc, La Paire, c'est en plus, j'allais dire. Et dans le même temps, des acquisitions locales. Et on a fait une très belle acquisition dont je suis très content, qui délivre ses synergies plus rapidement que prévu, en particulier aux États-Unis, où on a doublé de taille dans la plaque de plâtre. Donc, à la fois une réorganisation qui se traduit aussi par des économies, une amélioration de la marge liée au fait qu'on achète des sociétés qui ont un meilleur taux de marge que les sociétés qu'on a vendues,
Et tout ça fait qu'on en attend une augmentation de la marge de 1 point, 100 points de base, 1% de marge en 2021 par rapport à 2018. Et on est bien parti pour faire ça. Et ce, en dépit de la pandémie. Et ce, en dépit de la pandémie. Alors, il faut qu'on ait des volumes qui ne soient pas trop différents de 2018. On ne l'aura pas fait en 2020. En 2020. Non, bien sûr. Je pense qu'on l'aura fait, il est encore un petit peu tôt, mais je pense qu'on l'aura fait, et probablement au-delà, pour le deuxième semestre de 2020. Déjà, mais l'objectif, c'est de le faire pour 2021. D'accord. Donc ça va peut-être un peu plus vite que ce que vous anticipiez, parce que s'il n'y avait pas eu la pandémie... Oui, on a pratiquement un an d'avance sur ce plan, puisque la partie réorganisation, elle a été faite très vite. La partie session, elle a été faite. Hein, et donc, au deuxième semestre 2020, effectivement, tous nos métiers, alors les métiers industriels sont plus touchés, mais tous les autres pays, en fait, toute la partie construction, elle augmente sa marge par rapport à 2019. Donc il faudra que vous fassiez rapidement un autre plan. Et donc, écoutez, on va voir l'année prochaine, mais on a pratiquement un an d'avance. D'accord. Et sur cet Investir 10, il est placé sous l'angle de l'investissement responsable, oui. De la finance durable, tout simplement parce que les critères environnementaux et plus généralement ESG deviennent essentiels pour tout le monde, mais en particulier pour les investisseurs. Et comment se situe le groupe Saint-Gobain en la matière par rapport aux critères ESG, par rapport à la raison d'être Dans ESG, il y a trois lettres, environnement, social, sociétal et puis gouvernance. Bon, sur social et sociétal, on est très bien placé. Ce qui fait la particularité de Saint-Gobain, c'est le E. On est clairement une valeur verte, une valeur d'environnement. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui a un impact aussi important sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc sur la lutte contre le réchauffement climatique, que Saint-Gobain vis-à-vis de nos clients. Vous savez que le bâtiment, c'est 40% des émissions au niveau mondial, et Saint-Gobain est aux premières loges pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment. Parce que nos solutions, sur l'enveloppe du bâtiment, elles réduisent fortement la consommation. Donc on est très bien placé. Mais il faut aussi, et j'ai pris des engagements importants de ce point de vue-là, qu'on améliore notre propre empreinte environnementale. Donc on s'est engagé à la neutralité carbone à horizon 2050 sur nos propres opérations, et je viens de décliner ça avec des objectifs à 2030, en lien avec cette feuille de route 2030, en lien avec la neutralité carbone, qui ont été validées par la Science Based Target Initiative, qui fait référence en la matière récemment. D'accord, ça se traduit dans une raison d'être ? Alors, la raison d'être, c'est autre chose. La raison d'être, Saint-Gobain, on est un peu comme M. Jourdain, mais on a toujours une raison d'être, c'est dans notre ADN. On a fait un très important exercice cette année, associant 15 000 personnes dans le groupe, d'appropriation et de formulation, de reformulation de notre raison d'être. Et donc, on a trouvé une formulation en anglais, « Making the world a better home », que j'aime beaucoup. Et ce qui est très fort, on l'a fait en anglais parce que, si vous voulez, le mot home en anglais, il a un contenu émotionnel qu'on n'a pas dans Habitat. Donc home, c'est à la fois la planète, c'est l'endroit où l'on vit, c'est l'endroit où l'on travaille, c'est l'endroit où on se déplace, et c'est le chez-soi. Donc on est bien, il y a une notion de confort. Donc c'est tout Saint-Gobain, faire de making the world a better home. Voilà. Et les équipes sont très enthousiastes. Et je suis très content d'avoir fait cet exercice d'appropriation qui est exigeant, mais qui donne du sens. Dans le monde entier, alors les Américains appellent ça purpose, et je pense que la recherche de sens est un élément très, très important. Donc Saint-Gobain, c'était à peu près clair, mais on l'a reformulé, et je suis très content de cette formulation. Alors, il y a eu une annonce importante au début du mois de septembre, c'est le plan de relance français, oui, avec un volet environnemental très important. Donc, vous avez manifesté votre enthousiasme au sujet de ce plan. Tout à fait. Comment il s'inscrit au niveau de Saint-Gobain ? Qu'est-ce qu'il va apporter ? Et puis, il s'inscrit dans une ambition européenne plus grande. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez chiffrer un petit peu Mais d'abord, je voudrais dire pourquoi il y a eu ce plan. Parce que, si vous voulez, moi, je crois qu'avec la pandémie, les opinions publiques, elles ont fait le lien entre la santé, l'environnement, la protection de la planète. Et donc, c'est pour ça que les plans de relance, ils sont verts.
parce qu'il y a une demande forte de l'opinion. Donc il y a un changement d'état d'esprit de ce point de vue-là. Et les pouvoirs publics, à la fois en France et en Europe, se sont dit, à partir du moment où on relance, autant faire des choses qui vont servir pour le futur. Et donc la rénovation énergétique, elle est venue tout à fait en haut de la liste. Il y a un consensus, parce que ça coche toutes les cases. C'est bon pour la planète, c'est bon pour le pouvoir d'achat. C'est bon pour l'emploi. C'est bon pour l'emploi, c'est des emplois locaux, non délocalisables. C'est bon pour la facture énergétique. Bon. Alors, donc c'est bon, ça coche toutes les cases. Et en plus, c'est bon pour Saint-Gobain. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très bien. Alors nous, on a, moi, ça fait longtemps que je disais au gouvernement, il y a un sujet sur lequel on est très en retard en France et qui est pourtant évident pour les pouvoirs publics, c'est les bâtiments publics. Et il y a un grand plan pour les bâtiments publics. Et les présidents d'université, ils se sont dépêchés, ils ont tous présenté des plans, il y en a pour 8 milliards. Ils vont pas lancer 8 milliards tout de suite, mais ça veut dire qu'il y a plein de projets qui étaient prêts et qui avancent dans les universités, dans les hôpitaux. Et ça, c'est très important parce que quand vous faites de la rénovation d'un hôpital ou d'une université, vous améliorez pas seulement la thermique, le confort thermique, vous améliorez aussi dans les écoles l'acoustique. En général, les matériaux de Saint-Gobain, il en est deux. Et l'acoustique, dans les écoles, c'est très très important pour apprendre mieux. Il y a plein d'études qui le montrent. Dans les hôpitaux, on va faire des bâtiments plus sains, plus faciles à laver. Donc si vous avez à nettoyer, vous allez avoir une valeur d'usage globalement qui augmente. Donc c'est des bons investissements. Voilà. Donc là, il y a un grand plan, et ça manquait. Alors, on a de l'argent, maintenant, on a trouvé de l'argent, donc autant le mettre sur des sujets importants pour l'avenir. Est-ce que ça pourrait apporter à Saint-Gobain ? Alors, pour Saint-Gobain, ce sera quelques points de croissance. Je ne sais pas encore à quel rythme, je ne sais pas encore, mais ce sera quelques points de croissance dans les années qui viennent. Je crois, si vous voulez, fondamentalement, pour Saint-Gobain, en Europe, l'Europe, c'est plus de la moitié de Saint-Gobain, que le profil de croissance de Saint-Gobain après le Covid, il sera supérieur au profil de croissance de Saint-Gobain avant. Alors, il y a aussi le résidentiel, avec MaPrimeRénov', qui démarre très fort. Donc, je crois que la rénovation, et c'est européen. Donc, je pense que ces plans de relance, ils sont importants pour Saint-Gobain. L'Europe réfléchit beaucoup à introduire ce qu'on appelle une performance énergétique minimum dans les bâtiments. Et ça, c'est très porteur pour Saint-Gobain pour l'avenir. Et quelle part de votre chiffre d'affaires est liée à ces aspects rénovation, amélioration, efficacité énergétique ? Si je me contente, c'est à peu près la moitié. Alors, mais là, on parle de l'Europe, donc c'est la moitié de la moitié, donc c'est directement 25% de Saint-Gobain. Mais je pense, si vous voulez, que les élections américaines, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même les Chinois s'y mettent. Donc je pense que cet intérêt et le bâtiment est clairement une cible majeure. Donc si vous voulez, ça va se généraliser. J'ai pas compté les Anglais, j'ai pas compté la Suisse, j'ai pas compté la Norvège, qui sont pas dans mes 50%. Donc ça va être plus large que ça. C'est presque tout Saint-Gobain. Et donc j'allais dire, ça va être une petite moitié de Saint-Gobain va être concernée progressivement par tous ces sujets-là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de délai ? Parce qu'on sait que quand il y a des grands plans comme ça, en particulier à l'échelle européenne, ça prend un peu plus de temps que prévu. Oui, écoutez, d'abord, l'Europe, c'est pas un blocage parce que l'Europe finance des plans nationaux. Donc si la France part, elle mettra juste un petit peu plus de temps avant que l'Europe, en quelque sorte, lui rembourse, puisque c'est un peu comme ça que ça va se passer. Bon. Mais donc le plan français, lui, il est parti. C'est le premier ? C'est le premier, le plus important de cette ampleur. Il y a eu aussi un programme important en Italie, mais il y a tous les pays ont des modalités diverses, mais travaillent sur ces sujets-là. La France, on était en retard sur la rénovation. On avait une bonne réglementation sur le neuf, mais on était en retard sur la rénovation. Donc il faut combler ce retard. Alors, oui, le risque, c'est les lenteurs administratives. Je pense que le gouvernement en est très conscient. Ils ont mis des moyens, mais à la limite, j'allais dire, de toute façon, on ne peut pas faire tout d'un coup. Il faut aussi que l'écosystème, les artisans, les PME du bâtiment, elles soient capables d'absorber tout ça. Donc, à la limite, c'est pas plus mal, ça s'étale, ça va monter progressivement. Il y a un énorme enjeu de formation. Je crois que les organisations professionnelles du secteur en sont bien conscientes. Donc, nous, on va faire aussi participer à cet effort de formation. Et donc, ça va monter en régime. Il faut simplifier. L'administration, il faut simplifier. Bon. Et vous sentez des choses qui commencent déjà ou pas ? Alors, en tout cas, dans les prises de commande. On sent. Alors, la rénovation au mois de septembre, au mois d'octobre, est bonne en France. Les carnets de commandes des artisans sont élevés. Bon. Est-ce que c'est lié directement au plan ou est-ce que c'est. Je ne sais pas encore. Il y a plein de dossiers MaPrimeRénov' qui ont été déposés.
c'est pas encore ça qui fait nos ventes. Hein, mais il se trouve que pourquoi la rénovation est bonne avant, si vous voulez, avant ce plan, parce que quand les gens ont été confinés chez eux, il y a plein de postes de dépenses qu'ils n'ont pas pu avoir. Ils ont pensé à leur maison, ils ont vu tout ce qui n'allait pas. Et donc, ça leur a donné des idées. Maison, ils ont vu tout ce qu'il fallait améliorer. Exactement, ça leur a donné des idées. Donc, je pense qu'on bénéficie de ça actuellement et que les plans du gouvernement vont prendre le relais. Voilà. Et dans un environnement dans lequel le neuf individuel ne va pas être très bon l'année prochaine. Et donc, mais c'est la rénovation qui va faire plus que compenser le neuf. Et pour vous, la rénovation pèse plus lourd que le neuf ? La rénovation pèse plus lourd que le neuf, oui. Alors, on a parlé de Transform & Grow, des plans de relance. Donc, c'est le monde d'après de Saint-Gobain. Si on regarde un peu plus le court terme, le monde actuel, oui. À combien chiffrez-vous l'incidence de la pandémie pour le groupe ? Si je regarde notre résultat d'exploitation, il y a eu un impact très fort, mais qui a duré 2 mois et demi. Donc, du 15 mars à fin mai. Pratiquement en juin, on était revenu dans les clous. Mais sur ces 3 mois, ça nous a coûté, sur le résultat d'exploitation, un peu plus de 800 millions d'euros, puisqu'on a fait 800 millions d'euros de moins que l'année d'avant. Donc c'est un chiffre quand même très important. Et le deuxième confinement, c'est un effet Et le deuxième confinement, écoutez, je ne peux pas encore vous dire, hein, mais je n'attends pas d'impact significatif. Il a été très différent dans tous les pays, parce que si vous voulez, dans tous les pays où il y a eu un deuxième confinement, il n'y en a pas eu tant que ça, hein, mais le bâtiment a été considéré comme essentiel. En Angleterre, où on s'était beaucoup arrêté, le deuxième confinement est complètement différent du premier. Même chose en France. Enfin, en France, le président de la République a dit que le bâtiment était très important. On a été quand même arrêtés, pas nous, mais nos clients. Hein, les chantiers ont été quand même pas mal arrêtés en France en avril et en mai. Aujourd'hui, les chantiers, ils fonctionnent. Je veux dire, en ce moment, on est dans une période, si vous voulez, novembre, décembre, janvier, février, où de toute façon, dans notre secteur, ce qui est le plus important, c'est la météo. Bon. La météo en novembre a été bonne. Ah, je ne sais pas ce qu'elle sera en décembre, janvier, mais ça aura probablement plus d'impact. C'est pour vous dire que le confinement n'a pas d'impact significatif. Donc, il y a uniquement le premier confinement qui est sensible. Voilà. Et depuis, on est revenu sur une tendance qui est assez comparable à ce que... Écoutez, le chiffre d'affaires du groupe au 3e trimestre était à données comparables en hausse de 3%, qui est quand même un très bon chiffre. Hein, pas un très bon chiffre, ça pourrait être encore plus, mais je veux dire par rapport donc c'est pas un impact. Et donc, on n'a pas encore les chiffres, mais la tendance devrait être un peu dans la lignée sur la fin de l'année. Alors la tendance sur la fin de l'année, écoutez, j'ai pas encore les chiffres, hein, donc mais je peux déjà vous indiquer que le mois d'octobre a été dans la lignée du 3e trimestre, oui. D'accord. Donc, le retour à la normale, il a déjà eu lieu pour Saint-Gobain. Oui, c'est pas pour l'année prochaine, il a déjà eu lieu. Non, il a déjà eu lieu. Voilà. Alors, après, si vous voulez, je reste prudent parce que l'année prochaine, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais si vous voulez, là, oui, j'ai indiqué la semaine dernière que le résultat d'exploitation du 2e semestre, qui serait en progression par rapport au 2e semestre 2019. Et un mois avant, j'avais dit, hormis problème nouveau de pandémie, là, j'ai enlevé ce bémol, parce que je pense que maintenant, c'est bon pour la fin de l'année. Après, si jamais il y avait un confinement majeur et différent au premier trimestre de 2021, vous savez, on est dans un monde quand même qui est compliqué, mais normalement, non. Et sur des pays qui ont été très touchés et qui sont importants pour vous, comme les États-Unis ou le Brésil, par exemple, comment avez-vous... Alors, le Brésil, actuellement, est en croissance très forte. Après avoir été très touché au 2e trimestre. Les États-Unis n'ont pas été beaucoup touchés. Au pire moment, aux États-Unis, on était à moins 10, moins 15. Et donc, on a eu un bon 3e trimestre. On est mieux aux États-Unis. Mais globalement, j'allais dire, hors Europe, aujourd'hui, tout va bien. D'accord, même des pays très touchés. L'Inde, si vous voulez, qui a été le pays le plus touché de tous dans Saint-Gobain, dans les grands pays, l'Inde est revenue à peu près au niveau de l'année dernière, c'est-à-dire en moyenne, au mois de septembre. Donc, mais l'été a encore été difficile. On est encore en négatif sur le 3e trimestre en Inde. Mais sur la fin de l'année, on devrait être à peu près... on est revenu à la normalité, oui. Très bien. Alors, on a eu quelques questions d'internautes. La première est liée aux dividendes. Oui. Il a été supprimé au titre de 2019, bon, comme pour beaucoup de sociétés.
Vous avez annoncé vendredi Oui. Que le dividende au titre de 2020 serait identique à celui de 2018, donc 1,33 €. Quelle va être votre politique par la suite? Est-ce que vous envisagez un acompte, par exemple, sur ce dividende? Non, alors ce dividende, il sera, non, on n'a pas envisagé d'acompte. Il sera payé en juin. Si les actionnaires le décident, en juin 2021, mais on a décidé de le dire tout de suite. Et ce dividende, il sera supérieur à ce qu'aurait donné l'application de notre politique. Oui, notre politique, vous savez, elle est entre 35 et 40% du résultat net courant, j'allais dire normalisé. C'est ça le taux normal. Mais certaines années, on a fait un peu plus. L'année dernière, on a fait 0. Et là, on sera au-dessus, compte tenu des résultats du premier semestre. On sera, même si le deuxième semestre est revenu en ligne, on sera au-dessus de ce taux pour 2020. Donc c'est un message de confiance. Donc c'est un message de confiance pour dire, si vous voulez, il y a eu un impact ponctuel très fort, mais la politique de dividende de Saint-Gobain, et j'ai dit tout de suite déjà maintenant, elle est reprise. Et pour l'année 2020, c'est pas une compensation totale, mais on fera un peu plus que ce qu'on aurait fait normalement. Et le plan, lui, n'a pas d'incidence sur la politique de distribution. Elle reste la même qu'auparavant, le plan Transform and Grow. Non, on n'a pas changé notre politique de dividende, qui est une politique 35-40%. Je crois que c'est un bon chiffre pour une société comme Saint-Gobain. Voilà, je veux dire, en termes de retour aux actionnaires, on a aussi, dans le courant du deuxième semestre, fait des rachats d'actions qui ont diminué pas mal notre nombre d'actions en circulation, et pour arriver à un niveau auquel j'avais indiqué depuis plusieurs années qu'on visait. Alors, il y a une opération où vous avez eu finalement une plus-value, c'est l'opération Sika. Alors, oui. L'opération ne s'est pas vraiment déroulée comme vous l'envisagiez au début, mais finalement, vous ne retombez pas trop mal. Mais c'est la meilleure opération financière que j'aurais faite en 10 ans, même si ce n'est pas ce que j'aurais voulu faire sur le plan stratégique. Oui, on a fait, en 2 ans, on a multiplié la mise par 2,5 avec 1,5 milliard de plus-value, donc c'était une belle opération financière. Cette plus-value, vous ne voulez pas en redonner un petit peu à vos actionnaires? Alors, j'en ai redonné une partie sous forme de rachat d'actions. C'est ce que j'indiquais. Et le reste, j'allais dire, dans les temps dans lesquels on est, si vous voulez, pour l'instant, je le garde au bilan. Et je pense qu'il faut être un peu prudent en ce moment. Même si je vous ai dit que les perspectives sont bonnes pour Saint-Gobain, je pense qu'il faut avoir une certaine... on a renforcé notre bilan. À court terme, je pense que c'est sage. Alors, j'ai une question aussi sur Pont-à-Mousson, qui est une activité historique du groupe, puisque le logo de Saint-Gobain s'inspire du logo de Pont-à-Mousson. Depuis plusieurs mois, il y a eu des rumeurs sur un partenariat, voire sur une cession de Pont-à-Mousson. Où en est-on? Alors, c'est pas d'actualité pour l'instant, mais on a réfléchi à un partenariat, et je pense que, si vous voulez, les synergies entre Pont-à-Mousson et le reste de Saint-Gobain sont aujourd'hui beaucoup plus faibles que ce qu'elles pouvaient être. Donc, je n'exclus pas qu'on reprenne ces réflexions, mais elles ne sont pas d'actualité en ce moment compte tenu de la situation. Il faut savoir que les marchés des travaux publics ont été très touchés cette année, et donc on se concentre sur le redressement de Pont-à-Mousson qui avait été bien entamé, mais qui a pris un petit coup cette année. Alors, ma dernière question sera le monde d'après. Donc, en quoi sera-t-il plus porteur pour Saint-Gobain? Vous l'avez un petit peu évoqué. En tout cas, la bourse semble penser que le monde d'après sera plus porteur, puisque quand on regarde l'évolution depuis le début de l'année, Saint-Gobain monte d'à peu près 10%, alors que le CAC 40 est en baisse d'environ 7%. Mais donc, en quoi le monde d'après sera plus porteur? Pour Saint-Gobain, pourquoi il faut investir dans Saint-Gobain aujourd'hui, si vous voulez dire? J'allais dire, on avait d'abord pas mal baissé, donc on a un potentiel, si vous voulez, si vous comparez par 3 ans, la comparaison est moins flatteuse, donc on a encore un potentiel. Je dirais, pour moi, il y a 3 choses. La première, c'est que on est une valeur verte, vous avez parlé de ESG, pour jouer le climat, la lutte contre le changement climatique et la rénovation énergétique, Saint-Gobain est un très bon vecteur, c'est probablement le meilleur vecteur. Deuxième point, je pense que le marché et les chiffres n'ont pas encore complètement intégré le levier de transformation dont nous avons parlé. Le plan de transformation et le Saint-Gobain d'aujourd'hui, il n'est pas le Saint-Gobain d'hier. Et ça, le marché ne l'a pas encore complètement intégré.
Et donc, du coup, ça se traduit, et c'est la troisième raison, par le fait que Saint-Gobain n'est pas cher. Hein, quand vous regardez le PER sur 2019, sur le vrai net courant, c'est 11,5. Hein. Donc, les multiples de valorisation de Saint-Gobain sont encore très bon marché. Donc, oui, je pense que Saint-Gobain est encore une très bonne opportunité, même si on a déjà remonté de très bas. On a bien remonté depuis quelques mois. On se donne rendez-vous l'an prochain pour en parler. Très bien. Merci, Monsieur de Chalandard. Merci beaucoup. Nous allons continuer à parler d'environnement avec l'interview suivante qui est consacrée à AXA. Céline Soubrane, qui est directrice de la responsabilité d'entreprise, sera interrogée par Muriel Breman sur le thème « Agir pour le climat », focus sur la stratégie d'AXA. Merci à tous et merci Monsieur de Chalandard. Bonsoir.